Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer la conférence. Je rappelle le thème au cas où les personnes qui sont parmi nous ne seraient pas forcément dans la bonne conférence. Nous allons parler des programmes d'intégration pour les jeunes de 18 à 30 ans. Voilà, donc j'espère que tous ceux qui sont là ont le bon lien et le bon thème intéressant qui les intéresse. Je vais me présenter dans un premier temps et à partir de là, je vais vous présenter quelques points par rapport aux études et des éléments qui sont liés aux jeunes. Et après ça, j'ouvrirai pour tous ceux qui le désirent aux questions. On pourra faire ça ou par le chat ou directement si vous voulez poser des questions. Voilà. Donc, je m'appelle Aria Bitbol. Je suis depuis maintenant un peu plus d'un mois le nouveau directeur général de l'Agence juive en France, Belgique et Suisse, dans les pays francophones et encore d'autres pays. Dans le passé, j'ai dirigé des programmes pour jeunes à l'expérience israélienne, à la travail israélite. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé pendant 9 ans. Je me suis occupé de centaines, voire de milliers de jeunes. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais gérer moi-même et faire moi-même la conférence sur les jeunes. Alors, ça va être une conférence générale qui va permettre de parler à la fois de l'intégration, des études, de l'armée un petit peu, bien qu'il y ait déjà eu des conférences sur l'armée, donc je ne vais pas m'attarder sur ces sujets-là, et des programmes d'intégration qui existent. Je vois que parmi nous, nous avons Monsieur Sam Kadosh, le directeur du CNEF, du Centre national des étudiants francophones. Bonjour Sam, et n'hésite pas à intervenir s'il y a des points sur lesquels tu désires intervenir, et on te laissera peut-être dire quelques mots sur le CNEF vers la fin de la conférence. Voilà. Donc, je vais commencer. Je vais vous partager donc mon écran pour voir une présentation sur le sujet. Alors, je vais revenir au début de ma conférence. Je pense que vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Très bien, parfait. Donc, si vous voulez, l'objectif de cette conférence est de donner un petit peu des premières directions pour un jeune qui est intéressé à venir en Israël, faire une expérience. Ça peut être une expérience courte, ça peut être une de 2 mois, ça peut être une expérience de 6 mois, ça peut être une expérience d'1 an, ça peut être pour l'ALIA. L'idée, c'est d'expliquer tout ce qui existe comme possibilité pour un jeune. Alors, naturellement, il y a énormément de possibilités, je ne vais pas pouvoir passer sur tout, mais en tout cas, vous donner une première direction. Et à partir de là, ceux qui désirent plus d'informations pourront être en contact avec nos équipes à l'avenir. D'accord? Alors, je vous montre ici une sorte d'organigramme qui va vous permettre de voir quelles sont les possibilités. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant, puisque à la fin, je vais revenir sur ce tableau-là, mais en gros, ce que je veux vous montrer par ici, c'est qu'un jeune a la possibilité de faire un programme à l'arrivée en Israël. Alors, vous voyez ici, par exemple, les programmes ASSA, mais il n'y a pas que des programmes ASSA, il y a également des programmes d'intégration dans le cadre de l'ALIA, et vous avez différents statuts et différentes possibilités par rapport aux jeunes. Ça concerne plus les jeunes entre 18 et 20 ans. Je parlerai après également des jeunes qui ont déjà un diplôme ou qui sont en cours de diplôme et quelles sont les possibilités qui existent pour eux. Mais en tout cas, pour un jeune qui arrive, on va dire, post-bac, donc après ses études, voici donc le tableau des possibilités. Alors, on va voir certains concepts que vous voyez ici, comme notamment Mahal, comme l'armée, Shirut Leomi, études subventionnées, non subventionnées, statut touriste. Tout ça, ce sont des termes que je vais essayer d'expliquer en faisant maintenant un zoom-in pour expliquer un petit peu chacun des concepts qu'il y a ici. Mais tout ça pour vous montrer qu'il y a une multitude de possibilités qui existent pour un jeune qui désire venir en Israël. Et ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et donc, on va permettre, si vous voulez, à chaque jeune d'avoir un parcours qui correspond à son profil et qui correspond à ce qu'il recherche, ce qu'il attend de son expérience en Israël. Alors, j'avance.
Alors, euh, pour les jeunes qui désirent venir en Israël, aujourd'hui, vous avez 95% d'entre eux, je dirais, qui viennent dans un statut touriste. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce statut touriste? Ils viennent faire un programme Massa. Alors, j'explique en quelques mots qu'est-ce que le projet Massa. Le projet Massa, c'est un projet qui a été créé par le gouvernement d'Israël, par le Premier ministre Ariel Sharon, il y a de cela bientôt 18 ans, et qui permet à un jeune de venir faire une expérience en Israël sans prendre pour autant la nationalité israélienne. Ça va lui permettre, si vous voulez, d'une certaine manière, de connaître un peu Israël, d'avoir une première expérience sans s'engager à l'Alia. Moi, il y a 22 ans, quand j'ai fait mon Alia, j'étais d'une certaine manière obligé quasiment de faire mon Alia, et donc j'avais des droits, les droits d'Alia, on va en parler peut-être après, mais j'avais aussi des devoirs, notamment le service militaire et d'autres devoirs qui incombent à un citoyen israélien. Quand on vient dans un statut de touriste, donc un statut en général qui est le statut des participants Massa, on est touriste, c'est-à-dire qu'on reçoit une aide de l'État sans pour autant en avoir les obligations. Et donc, si vous voulez, c'est le statut que la plupart des jeunes adoptent parce que ça leur permet de vérifier un petit peu les possibilités en Israël sans forcément avoir une obligation de rester, de s'engager à l'armée ou de faire toutes les obligations d'un citoyen israélien. Comment marche le principe? Le principe, c'est que chaque jeune obtient une bourse. Cette bourse, elle dépend de la longueur du programme et du type de programme que le jeune fait. Avant, elle était liée au niveau socio-économique de la famille. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je le dis parce qu'il y en a peut-être certains qui ont connu la version précédente du système de bourse. Aujourd'hui, les bourses ne sont pas liées aux revenus des familles, mais simplement au type de programme et à la longueur du programme. Plus le programme est long et plus la bourse sera élevée, forcément, c'est logique. Et il existe certains types de programmes qui ont des bourses un peu plus élevées que d'autres, donc ça va dépendre en fait du type de programme. Mais de manière générale, si je vais dans la généralité, des programmes entre 5 et 10 mois, la bourse peut varier à peu près entre 3 000 et jusqu'à 6 000 $. Donc ça, c'est plus ou moins la fourchette de bourse. Alors comment ça se passe? Le jeune reçoit une bourse qui lui est déduite du prix du programme. Chaque programme a un coût parce que ça coûte de l'argent de se loger, on va un petit peu parler de ce que est contenu des programmes, et donc le jeune va recevoir cette bourse-là qui va lui être déduite du prix du programme. Concernant l'éligibilité au programme, tout jeune répondant à la loi du retour, ayant un parent ou un grand-parent juif, peut faire partie d'un programme Massa. Donc ça, c'est la première condition d'éligibilité. La deuxième condition d'éligibilité, c'est de ne pas avoir vécu en Israël plus de 4 mois consécutifs dans les dernières années, d'accord? Et naturellement, la troisième condition, c'est de ne pas avoir déjà fait un programme à ça de plus de 8 mois. On peut faire 2 programmes de 5 mois. Il faut pour cela qu'il n'y ait pas plus de 4 mois qui soient passés entre les deux. Mais on ne peut pas faire 2 programmes l'un à la suite de l'autre qui font plus de 5 mois. C'est-à-dire si on a fait un programme de 7 mois, on ne pourra pas refaire un programme de 5 mois, par exemple. D'accord? Ça, c'est concernant l'éligibilité. Je réponds quand même à une question parce que je sais que forcément, on va me la poser avec les années. C'est, mais si mon fils ou si ma fille moi, je suis israélien, mon fils a le passeport israélien parce que moi, je suis israélien, est-ce qu'il a le droit à un programme à ça? Est-ce qu'il est éligible à un programme à ça? La réponse est oui. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir passé plus de 4 mois consécutifs dans les dernières années en Israël. Celui qui a passé moins de 4 mois consécutifs, mais qui a le passeport d'un de ses parents, cela ne change rien. Il a le droit à part entière à faire un programme, à être éligible à la bourse du programme Massa. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux différents programmes qui existent. Alors, il existe différentes catégories de programmes. Vous avez des programmes, ce qu'on appelle pré-académiques, qui sont des programmes pour des jeunes de 18 ans qui ont fini leur bac et qui veulent faire une expérience en Israël. Vous avez des programmes d'études juives, donc c'est des programmes qui incluent en leur sein également la possibilité de faire on va en parler bientôt, des préparations aux études académiques, mais qui ont pour objectif principal l'étude de l'identité juive, c'est l'étude de la Torah, ça peut être des programmes pour garçons ou des programmes pour filles,
Et il existe donc une panoplie de programmes, on verra ça après. Nous avons également des programmes d'intégration qui ne sont pas programmes forcément liés ou à l'étude juive ou à la préparation académique dans une université, mais des programmes d'intégration dans le cadre du pays. Je vais donner quelques exemples plus tard. Et enfin, pour ceux qui ont plus de 20-21 ans, qui sont dans le cadre de leurs études ou qui sont après leurs études, il existe des expériences professionnelles et des ulpan, c'est-à-dire l'apprentissage de l'hébreu, qu'il est possible de faire. Je vous rappelle que ces programmes-là sont en général jusqu'à l'âge de 31 ans. Donc, on a, si vous voulez, 4 types de programmes qui correspondent à 4 types de profils différents. D'accord ? Maintenant, il existe aussi, j'ouvre une parenthèse, on ne l'a pas mis dans le programme, mais aussi des programmes à la carte, c'est-à-dire que le jeune va lui-même composer son propre programme en fonction d'éléments qui l'intéressent. Donc vraiment, il existe absolument une panoplie de programmes, plus de 200 programmes dans le cas de tout Massa, mais c'est vrai que dans les programmes francophones, en général, on tourne autour de 20-25 programmes. Donc il y a le choix et il y a des possibilités aujourd'hui. C'est rare sont les jeunes qui viennent nous voir en nous disant « je n'ai pas trouvé le programme qui me correspond ». D'accord ? Voilà, ça c'est par rapport aux 4 types de programmes. Alors on va passer un à un rapidement. D'accord ? Nous avons donc les programmes pré-académiques. Donc, vous avez dans le cadre des programmes académiques 3 éléments clés qui se répètent dans tous ces programmes pré-académiques. Vous avez l'hébreu, forcément. Pour un jeune qui veut venir en Israël, faire une expérience et même s'intégrer en Israël, il a besoin d'apprentissage de l'hébreu. Donc, dans tous ces programmes-là pré-académiques, vous allez avoir l'apprentissage de l'hébreu comme une obligation dans le cadre du programme. Le deuxième pan important, c'est l'intégration. Qu'est-ce que j'appelle l'intégration? C'est vivre avec un groupe d'autres jeunes. Donc, le jeune, en général, les jeunes vont vivre dans un campus. Ça peut être un campus universitaire ou ça peut être à côté du campus. Quand je dis universitaire, ça peut être une université ou une mikhlala, on va en parler après. Donc, il y a possibilité de faire, si vous voulez, les deux types il y a 2 types de logements, ou au sein du campus ou à côté du campus, loués par le programme. Le jeune va avoir des bénévolats, il va s'intégrer parfois à la société israélienne à travers des expériences comme le Magen David Adom, où il va se porter volontaire. Ça peut être d'autres volontariats que le jeune fait pour un petit peu s'intégrer à la société israélienne. Parce que c'est bien d'apprendre l'hébreu, mais il faut aussi se pratiquer cet hébreu-là. Il faut aussi connaître un petit peu les repères de la société israélienne, et c'est ce que ce type de programme essaye de faire. Troisième chose, c'est la préparation en vue de l'entrée dans les études supérieures, et c'est aussi une partie importante de ces programmes-là. C'est-à-dire que dans ces programmes, vous allez avoir de la préparation à l'entrée ou à l'université ou dans des écoles en Israël. Les écoles et les universités en Israël ont des exigences qui sont différentes des universités françaises, et l'objectif de ces programmes-là, c'est de former les jeunes à pouvoir avoir les conditions requises pour rentrer dans les universités ou dans les écoles en fonction des critères de chacun. D'accord ? Donc ça, c'est par rapport au programme pré-académique. Je peux donner certains exemples. Vous avez des programmes de Mechinot dans les universités. Mechinot, c'est des années préparatoires, soit l'université de Bar-Ilan, l'université hébraïque de Jérusalem. Vous avez des programmes Massa qui vous préparent à certaines universités, comme la prépa Technion, la prépa Bar-Ilan de Progress. Vous avez la prépa SCE à l'école, à la Mikhlala de SCE, etc., etc. Il y a un certain nombre de programmes comme ça. Le Machon Lev aussi, un programme de préparation. Donc, il existe plusieurs programmes qui forment en fonction des études que le jeune veut faire. Et en général, nos conseillers de programme vont prendre le jeune en fonction de ce qu'il veut étudier et le mettre dans un programme qui va correspondre au cursus qu'il souhaite suivre plus tard dans le cadre de ses études. Alors, je vais juste regarder ce que j'ai reçu. 3 questions, je vais voir si ça n'a rien à voir. Ok, bon, ça, c'est des questions dont je vais répondre plus tard. J'ai vu des questions par rapport au statut. J'y répondrai plus tard. Je voulais voir s'il y avait des questions sur ce sujet-là. Très bien. Alors, j'avance. Alors, vous avez le deuxième type de programme, c'est le programme d'études juives. Comme je l'ai dit, ces programmes-là ont également la possibilité d'enseigner l'hébreu, comme je l'ai dit, donc comme les programmes pré-académiques. Donc, ils ont aussi un ulpan qui est organisé par ces programmes-là. Vous avez des cours de renforcement d'identité juive. Ça peut être des études d'histoire juive, de la pensée biblique. Ça peut être des cours de Talmud, de Torah,
différents types d'études de Torah selon les visions de la Torah de chaque programme. Donc, il y a cette possibilité-là. Et la possibilité de préparer également aux examens psychométriques, comme dans les programmes préacadémiques. Mais comme je l'ai dit, le poids dans ces programmes-là est mis surtout, encore plus, sur le renforcement de l'identité juive, un peu plus que sur les parties académiques de manière générale. Voilà. Troisième type de programme, vous avez des programmes d'intégration post-bac. Donc, comme je l'ai dit, ils ont l'hébreu, les éléments d'intégration également, mais ils vont avoir aussi un volontariat. Alors, j'ai deux exemples là qui sont les programmes d'intégration par excellence. Vous avez le programme Tikva, dirigé par le Rav Mamou, qui lui fait la partie académique, partie études de Torah, et aussi un volontariat dans le cadre du Magen David Adom. Alors, c'est une très belle expérience de faire le Magen David Adom, puisque ça permet à un jeune d'apprendre les gestes de premier secours avec un cours de 60 heures, et au terme de ce cours de 60 heures qui dure une dizaine de jours, de se porter volontaire dans le cadre des ambulances de Magen David Adom, et donc d'avoir vraiment une interaction dans la société israélienne. Vous savez, moi j'étais infirmier militaire, et j'ai eu l'occasion de faire des volontariats dans le cadre du Magen David Adom. C'est une expérience absolument formidable, puisqu'on va dans la société israélienne, on est dans une ambulance toute la journée, et ça nous permet de parler l'hébreu, de pratiquer notre hébreu et de permettre de savoir un petit peu les codes de la société israélienne. Donc, c'est une très belle expérience que celle du Magen David Adom. Vous avez un deuxième type de programme comme celui-ci, c'est le programme Gourarié Lévia pour les garçons et pour les filles. C'est un programme de préparation militaire qui a également de l'hébreu et de la préparation psychométrique et qui va entraîner les jeunes à faire des bonnes unités dans le cadre de Tsahal et qui va organiser également une préparation militaire au sein d'un programme qui s'appelle Marva. Marva, c'est 2 mois d'immersion totale à l'armée. Alors, ce n'est pas des vrais soldats à 100%, mais c'est tout comme. Les jeunes vont porter l'uniforme, vont porter l'arme, vont parfois même apprendre à tirer, ils vont être dans l'ambiance et dans la vie stricte militaire avec la façon dont l'armée gère les soldats. Et donc, ça va permettre aux jeunes de goûter un petit peu à ce qu'est un service militaire et de décider au terme de cette année de programme Massa s'ils désirent faire malgré tout un service militaire. Voilà. Donc, ça, c'est le type de programme d'intégration post-bac. Je vais un petit peu maintenant parler des programmes d'intégration pour les post-21 ans, ceux qui sont pendant l'université ou post-université. Je vais un peu plus insister là-dessus parce que c'est la partie où je vais surtout parler de ces âges-là. Alors, il existe pour les jeunes, contrairement à ce qu'on croit, très souvent on me posait la question, oui, mais les programmes que vous proposez, ils sont que pour les jeunes de 18 ou 20 ans. Vous n'avez rien pour les jeunes qui sont plus âgés. Alors, c'est une erreur de dire ça, d'abord parce que les chiffres montrent que de France, nous avons plus de 50% des jeunes qui viennent faire des programmes d'intégration qui ont plus de 21 ans. C'est-à-dire qu'ils viennent faire des expériences après leurs études ou entre 2 cycles d'études. Et pour cela, vous avez différentes options. D'abord, vous avez des ulpan académiques, comme l'Ulpan Etzion. Alors, il existe plusieurs Ulpan Etzion. Il y en a un à Jérusalem, il y en a un à Haïfa, il y en a encore d'autres. Il y a l'Ulpan Brodetsky qui ressemble au niveau de la qualité de l'Ulpan. L'avantage de ces Ulpan Etzion, c'est que c'est des Ulpan pour des jeunes académiciens, c'est-à-dire des jeunes qui ont déjà un minimum, un bagage d'une licence, ou voire même d'une maîtrise ou d'un doctorat. Parfois, on a aussi des docteurs qui viennent étudier dans cette Ulpan-là. Donc, on a affaire à un public qui a déjà une certaine maturité et qui vient en général pour apprendre l'hébreu. Alors, ça peut être dans le cadre de l'Alia ou dans le cadre de Massa. Alors, l'Ulpan Etzion, on peut le faire dans les 2 statuts. Et donc, ça permet aux jeunes d'apprendre l'hébreu dans de très bonnes conditions. D'abord parce que c'est en système d'internat. Il n'y a pas besoin de chercher un appartement. Il y a un internat où vivent des jeunes du monde entier. Vous avez des jeunes du Brésil, de Turquie, des États-Unis, de Russie, d'Amérique du Sud qui viennent étudier. Donc, ça crée un melting pot qui est assez intéressant pour un jeune qui veut connaître du monde et connaître un petit peu d'autres cultures juives à travers le monde. Ça permet d'avoir un ulpan d'hébreu de très haut niveau parce qu'on a affaire à des jeunes qui ont quand même un certain niveau académique. Et troisièmement, c'est un ulpan très intensif de 5 mois, 5 jours par semaine, 5 heures par jour, ce qu'on appelle la fameuse formule tunisienne, 500 heures, 5 jours par semaine, 5 heures par jour. Donc, vous avez donc un ulpan très intensif et qui permet aux jeunes de sortir au terme de ces 5 mois-là et d'avoir un très bon niveau d'hébreu qui lui permet de s'intégrer dans le marché du travail pour celui qui veut,
ou celui qui désire rentrer en France, il y a aussi cette possibilité. Naturellement, s'il le fait dans le cadre de Massa, il n'y a aucun problème à faire ça. Il y a même la possibilité de faire le premier programme dans le cadre de Massa en tant que touriste et d'enchaîner un deuxième Ulpan et Tzion en tant que nouvel immigrant. L'avantage, c'est que c'est des programmes qui sont très subventionnés. Il y a 1 à 2 repas, ça dépend des sessions compris dans le cadre du programme, et il y a pas mal d'activités qui sont organisées pour les jeunes. C'est un programme qui est extrêmement apprécié, que je recommande particulièrement. Vous avez également l'Ulpan Kibbutz. Alors pour celui qui veut retourner dans la tradition des années 70 et 80 et se porter volontaire dans un kibbutz, il y a cette possibilité-là. Il faut savoir que c'est un programme qui est très intensif parce que le jeune parfois doit se lever très tôt le matin pour faire travailler dans la ferme ou dans le kibbutz, ce soit dans la cantine ou avec les enfants, ça dépend des différentes tâches qu'on peut lui donner. Et en plus de ça, étudier un ulpan qui est relativement intensif. Donc, c'est assez intéressant comme expérience, mais il faut des jeunes qui ont la motivation de faire ça et de vivre dans des kibbutz qui sont en général retranchés de la ville, qui ne sont pas dans les villes, mais à l'extérieur des villes. Donc, voilà, il faut trouver des profils de jeunes qui sont intéressés par ce type d'expérience-là. Alors, contrairement à l'Ulpan Ici, c'est un Ulpan qui est ouvert à tout jeune, pas forcément des jeunes qui ont un bagage académique, c'est ouvert à des jeunes qui n'ont pas forcément fait d'études. Donc, souvent, on pose la question, est-ce qu'il y a des programmes faits pour les jeunes qui n'ont pas forcément un bagage académique? L'Ulpan Kibbutz en est une possibilité. L'autre possibilité, c'est le Bet Brodetsky, c'est un peu le même principe que l'Ulpan Kibbutz. Alors, sauf que là, à la différence, c'est à Tel Aviv, donc ce n'est pas dans un kibbutz, et il n'y a pas de volontariat obligatoire, mais ce programme-là permet à des jeunes aussi qui n'ont pas forcément un diplôme de faire un Ulpan intensif sur Tel Aviv. Alors, je le dis d'avance, ce n'est pas, dans les 3 programmes d'ailleurs que je viens de citer, des logements de luxe, hein, c'est des logements assez vétustes, mais l'avantage de ces programmes-là, c'est essentiellement l'ambiance de vivre avec d'autres jeunes de son âge, et je pense qu'il n'a pas de prix parce que c'est quelque chose d'assez intéressant pour un jeune qui veut connaître encore du monde et se créer un réseau, parce que le réseau est très important pour l'intégration, ça, il faut le dire, et c'est très important. Je vois que j'ai eu des questions par rapport aux équivalences et par rapport aux différentes études, j'y répondrai au terme de ma conférence. Vous avez également le programme de stage professionnel My Israeli Job. Alors ça, c'est dans le cadre de Massa, c'est un programme très intéressant qui permet à des jeunes qui ont déjà une expérience professionnelle, par exemple un jeune qui a 27-28 ans, qui a déjà 4-5 ans dans le marché du travail et qui voudrait faire une expérience de premier emploi en Israël, il y a possibilité de faire une sorte de stage rémunéré. Alors pourquoi j'appelle ça stage? Certes, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de stage à ce stade-là, mais d'une certaine manière, étant donné que ses compétences ne sont pas encore connues en Israël, nous, on propose cela aux employeurs qui, d'une certaine manière, vont vérifier les capacités de cette personne-là en lui donnant un salaire, qui est un salaire en général de base, plus la bourse Massa. Donc, ça permet, c'est assez intéressant puisque le jeune peut se permettre d'avoir et un salaire, et un logement, et une bourse Massa, et mettre le pied à l'étrier de son domaine professionnel pour la première fois en Israël, donc ce qui peut être très intéressant par rapport à certains jeunes. Il y a également, vous voyez les 2 derniers programmes, alors il y a également, il n'est pas ici, mais le programme Stagiairim, qui sont des stages non rémunérés pour des jeunes qui n'ont pas forcément encore fini leur diplôme ou qui n'ont pas encore d'expérience. Et donc, il y a possibilité de faire des stages dans le cadre du programme, notamment Stagiairim, qui est un des programmes de stage. Il y a plus de 200 jeunes qui font des stages comme ça en Israël, que ce soit des stages durant l'année, il y a plusieurs sessions en janvier, en mars, en avril, ou des stages d'été de 2 mois qui sont possibles de faire dans le cadre de cette expérience-là et qui ont une subvention dans le cadre des programmes Massa. Il y a également des possibilités que vous voyez ici de faire des formations. Alors là, vous voyez essentiellement 2 formations dans le domaine de l'informatique, que ce soit celle de Israel Tech Challenge ou de Developers Institute, qui sont en fait 2 instituts qui permettent de faire une formation dans le domaine de l'informatique pour des gens qui n'ont pas forcément un bagage dans le domaine et donc après travailler dans le domaine. Vous savez qu'en Israël, c'est des domaines qui sont très porteurs et dont les salaires sont élevés et qu'en Israël, il y a cette ouverture d'esprit de prendre des gens qui n'ont pas forcément étudié ces domaines-là, de les former tant qu'ils ont un bon esprit, une bonne capacité à travailler dans le domaine informatique,
Donc, ils ont des tests qui leur sont faits à l'entrée. Et dans la mesure où ils correspondent au profil, ils peuvent se permettre de faire ce type de formation et après travailler dans le milieu du travail israélien dans le domaine de l'informatique. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est deux types de formation professionnelle pour les jeunes entre 21 ans et 30 ans. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités aussi pour les jeunes un peu plus âgés. Voilà. On va regarder un petit peu les études en Israël. Qu'est-ce que les études en Israël? Alors, les études en Israël sont un petit peu différentes du domaine de la façon dont ça se passe en France. Pas tant que ça, mais il y a quand même certaines nuances et je vais essayer d'en parler assez rapidement là dans les prochaines minutes. Vous avez en Israël deux types d'institutions académiques. Vous avez les universités, ce qu'on appelle universitaot en hébreu, d'accord? Et vous avez les michlalot. Donc, les universités, c'est de grandes structures où vous avez possibilité d'aller jusqu'au doctorat, bien qu'il y a aussi des michlalot, des écoles où on peut faire des doctorats aujourd'hui, mais de manière générale, c'est en général la prérogative des universités. C'est des diplômes plus généralistes, d'accord, plus dans les sciences humaines ou dans les sciences sociales ou même dans les sciences exactes, ça va être des diplômes plus généraux, d'accord, à part quand c'est des diplômes d'ingénieur où c'est un peu plus pratique. Et voilà, vous avez 7 universités, vous avez leur nom ici, l'Université hébraïque de Jérusalem, Bar-Ilan, Technion, l'Université de Haïfa, l'Université d'Ariel et l'Université de Ben Gurion. Les michlalot, à l'inverse, donc sont des plus petites structures en général. Je donne les chiffres, une université tourne autour en général de entre 15 et 25 000 étudiants. Les michlalot, en général, ça va tourner plus autour de 5 7 000 étudiants de manière générale. Donc, c'est des plus petites structures. Et pour les francophones, l'avantage, et pour les Olim de manière générale, c'est qu'ils sont en général il y a un suivi plus personnalisé, puisque dans certaines de ces michlalot-là, il y a un référent francophone qui va aider les jeunes quand ils ont des problèmes, ce qui est plus difficile à avoir quand on étudie dans une université où forcément il y a plus d'étudiants et donc le suivi est plus compliqué. Il n'y a pas forcément besoin de ce qu'on appelle les tests psychométriques. Je vais parler dans quelques minutes, dans quelques secondes, de ce que sont les tests psychométriques. C'est les tests d'entrée à l'université en Israël, contrairement aux écoles, d'accord? Et on a des domaines parfois plus spécialisés. Vous allez pouvoir avoir une licence en finance, en assurance, des choses beaucoup plus précises dans le domaine d'études. Et voilà, vous avez des exemples comme le IDC, le IDC d'Herzliya, SCE, le Machon Lev ou le Machon Tal, Azrieli, le Collège académique de Natania, qui sont des institutions en général très fréquentées par les francophones. Il y en a d'autres aussi, naturellement, je n'ai pas le temps de tous les citer, donc pardonnez-moi si je n'ai pas cité toutes les michlalot, mais c'est vrai que contrairement aux universités où il y en a 7, là, les choix sont plus grands. Voilà. Alors, j'ai parlé de l'examen psychométrique. De quoi il s'agit? Je vais un petit peu expliquer ce que c'est que… alors, on m'a posé la question là, juste j'y réponds. La conférence va être est enregistrée pendant que je vous parle et dans les heures qui suivent, vous pourrez re-rentrer sur le site et me réécouter tranquillement à votre aise. Donc, et couper, arrêter là où vous voulez. Donc, voilà. L'avantage de la technologie, c'est qu'on ne perd pas, les informations, on les a parmi nous. Et je salue notre amie Yael Toledano, qui est la représentante pour les pays francophones de l'université de Bar-Ilan, qui est parmi nous. Alors, je continue. Les tests psychométriques sont donc des tests d'entrée à l'université qui sont en fait, si vous voulez, des tests qui vont permettre aux universités de choisir les critères. Alors, comment ça se passe? En général, on va regarder 3 choses. On va regarder le bac de la personne, le niveau du bac, c'est-à-dire quel résultat au bac. Quand je dis résultat, c'est pas tant la moyenne, c'est pas tant la mention, mais la moyenne générale du bac. Ce qui va compter, c'est l'aspect quantitatif, combien la personne a eu au bac et pas quelle mention elle a eu. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est le test psychométrique. Le résultat du test psychométrique, je vais expliquer tout de suite. Et la troisième chose qu'on va regarder dans les universités, d'accord, c'est le niveau d'hébreu de la personne. Alors, dans le passé, le niveau d'hébreu se vérifiait au sein des universités par des tests internes faits par les universités. Aujourd'hui,
c'est quasiment inexistant. La plupart des universités, d'accord, demandent un test national qui s'appelle le test IAL. C'est le nom de ce fameux test que les jeunes vont passer et il faudra une note seuil que chacune va demander. Alors, ce n'est pas la même que chacune demande. En fonction des universités, les notes sont différentes. Il existe, je mets un bémol à ce que je dis, certaines universités qui continuent à faire des tests internes, mais de manière générale, la plupart des universités sont obligées d'accepter le IAL d'une part et ne vont en général vers que l'option du test IAL. Donc, c'est les 3 critères, je les répète. Moyenne générale du bac, pardon, examen psychométrique, note d'examen psychométrique et niveau des brevets. Alors, qu'est-ce que les psychométriques? Donc, c'est un examen qui est basé sur la logique en 3 parties. Alors, communément, on appelle ça, mais ce n'est pas tout à fait ça, la partie mathématique, la partie française et la partie anglaise, ou dans les termes plus techniques, c'est la réflexion quantitative, la réflexion qualitative et le test d'anglais, d'accord, qui sont les 3 tests que les jeunes passent. Le test est noté sur 800. Même quand on n'est pas très doué en psychométrique, la note minimale en général atteint les 350 et Einstein aurait eu, j'imagine, 800 s'il l'avait passé. Donc, ça veut dire entre 350 et 800, c'est la fourchette des notes des psychométriques. Il est possible de le passer 2 fois l'année. Alors, les dates ont changé, ont évolué avec le temps, donc peut-être que les gens se rappellent d'autres dates, mais aujourd'hui, communément, c'est les dates de avril et juillet, en espérant que cette année, avec le Covid, nous pourrons continuer à avoir les 2 dates. C'est vrai que l'année dernière, ça a été des dates différentes suite à la situation, mais en espérant que cette année, ça continuera à être une session en avril et une session en juillet. De manière générale, dans les années standards, il y a une des sessions, celle d'avril, qui se fait en parallèle à Paris ou Marseille, en espérant qu'il y ait assez de monde, et en Israël. Cette année, je ne saurais pas vous dire si on arrivera, en vue de la situation, de faire également en France. Nous communiquerons là-dessus dans les prochains mois pour vous dire s'il est possible également de faire l'examen en France. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au test psychométrique. Alors, puisque j'ai parlé en théorie et j'aimerais parler en pratique, on va poser 1 ou 2 questions de psychométrique pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on n'aura pas le temps de vous faire les devinettes, mais en tout cas, juste pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors, vous voyez une question de réflexion qualitative et ce qu'on appelle communément le français, et de mathématiques, réflexion quantitative. Alors, la question de français, alors ce n'est pas tout à fait du français, hein, ce n'est pas de la littérature comme vous allez le voir ici. Vous voyez écrit donc une analogie. C'est quoi une analogie? C'est 2 termes qui ont un sens logique quand on les met l'un à côté de l'autre. Donc, dans ce cas-là, c'est boulanger et manger. Et vous allez avoir un QCM de 4 questions. Et donc, il va falloir trouver la phrase qui a la même logique. Chirurgien, anesthésiste, anesthésié, écrivain, lire, jardinier, arroser, policier, faire observer la loi. Donc, il faut trouver, vous voyez que les nuances sont petites, il faut trouver le lien logique entre les différents mots. Donc, ça, c'est une question qualitative. Et une question quantitative, vous voyez donc la question, Rachel dort toutes les nuits de la semaine 8 heures, sauf la nuit de vendredi, où elle dort 10 heures. Combien d'heures dort-elle en 2 semaines? Donc ça, c'est un calcul à faire. Alors, la difficulté des psychométriques, ce n'est pas tant la question qui est relativement simple, c'est le temps. C'est-à-dire pour chaque question impartie, là, vous voyez ces 2 questions-là, vous avez pour chacune de ces questions-là 1 minute. C'est-à-dire qu'en réalité, si je vous donne 3-4 minutes, c'est très facile de résoudre le problème. Mais la difficulté des psychométriques, c'est le temps. Donc, vous pouvez avoir tout juste, mais vous allez faire 10 questions justes sur 20, parce que c'est des sessions de 20 questions. L'objectif, c'est de faire le plus de bonnes réponses en un minimum de temps. Voilà la difficulté, voilà le challenge, le défi des psychométriques, c'est arriver à optimiser son temps pour avoir le plus de bonnes réponses possible. Alors, je précise qu'une mauvaise réponse n'enlève pas des points. Donc, pour celui qui est plutôt pas mauvais au loto, on peut aussi le faire par hasard. Ça peut marcher parfois. Voilà. Donc, ça est noté, le test psychométrique est noté sur 800. Quand on va dire tout être humain formé normalement atteint en général entre 450 et 600, c'est la note moyenne d'une personne qui a un niveau correct, qui a eu un bac correct. Voilà. Donc, c'est plus ou moins ça les notes qu'on a. Alors,
L'Office des étudiants, je passe rapidement parce qu'il y a déjà eu une conférence là-dessus, donc je ne sais pas qui a écouté la conférence de Tiffany qui était tout à fait complète et qui a parlé un petit peu de tout ça. Enfin, je dis quelques mots là-dessus. Donc, vous avez possibilité de subvention d'études. Les études en Israël sont prises en charge dans le cadre des universités, donc les universités que j'ai citées avant, l'université de Bar-Ilan, de Tel Aviv, du Technion, etc., toutes les universités que j'ai citées avant, les études pour les Olim Hadashim sont prises en charge selon la durée du cursus. Pourquoi je dis la durée du cursus? Si c'est une licence, c'est 3 ans. Si c'est un diplôme d'ingénieur, c'est 4 ans. D'accord? Donc, en fonction du premier cursus qui est fait, les études sont prises en charge quand il faut savoir que pour obtenir la fin de la bourse, il faut faire des heures de volontariat. Le Minal en a beaucoup parlé dans sa conférence, je ne reviens pas là-dessus. Une université, de manière générale, coûte dans les 2500 euros l'année, plus ou moins, grosso modo 2500, 2700 euros, plus ou moins. Et donc, comme je l'ai dit, est prise en charge pour les Olim Hadashim. Quand on va étudier dans une école qui coûte plus cher, une école privée qui coûte plus cher, il y a des miklalot qui ont les mêmes coûts que l'université. Dans ce cas-là, c'est totalement pris en charge. Quand c'est une mikhlala qui n'est pas totalement prise en charge, alors ce qui est pris en charge quand elle est reconnue, il faut vérifier lesquelles sont reconnues parce qu'il y en a certaines qui ne le sont pas. C'est toujours important de vérifier avec l'Office des étudiants lesquelles sont reconnues. À ce moment-là, il est possible ce qui est financé, c'est à hauteur de l'université. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, pour schématiser, si une mikhlala coûte 20 000 shekels, alors, et qu'elle est reconnue, alors l'étudiant, les 10 000 premiers shekels vont être pris en charge par l'université, par l'Office des étudiants, et lui restera à payer la différence entre le prix universitaire et le prix supplémentaire que coûte la mikhlala, l'école. D'accord? Et naturellement, pour bénéficier de ces avantages-là, il faut prendre la nationalité israélienne. Donc, un jeune qui fait en général un programme Massa, au terme de son programme Massa ou de son service militaire, on va en parler après, qui prend la nationalité israélienne, a ses études prises en charge. S'il reste touriste, les études sont payantes. Et j'ouvre cette parenthèse que je comptais en parler après. De manière générale, un jeune qui reste touriste, les études coûtent à peu près 1,5 fois plus cher. Donc, vous multipliez par 1,5, un peu plus. Donc, le coût d'une année en privé sans avoir l'aide de l'État en tant que touriste coûte dans les 17 à 18 000 shekels, plus ou moins, dans une université, je parle. Je ne parle pas dans les écoles, où dans les écoles, chaque école a ses propres prix, puisque c'est d'ordre privé. D'accord? Voilà. L'armée, je vais passer assez rapidement, parce qu'il y a aussi une conférence précédente sur l'armée, mais c'est l'occasion de revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Ce qui est très important de savoir, c'est que le temps d'armée est défini par l'âge d'entrée sur le territoire israélien et non pas l'âge au moment de l'Aliyah. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que quand un jeune va faire, par exemple, un programme Massa, il aura, par exemple, 19 ans, okay, et qu'au final, il fait son Aliyah à l'âge de 20 ans, et un jour révolu, alors normalement, on devrait regarder dans la grille de l'âge de l'armée, l'âge de 20 ans, puisqu'il a fait son Aliyah à 20 ans. Ce n'est pas aussi simple que ça. En général, pas en général, ce qui se passe, c'est que l'armée va vérifier l'âge d'entrée sur les territoires israéliens, c'est-à-dire en général l'âge auquel il a fait le programme Massa. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre que la différence, c'est l'âge d'entrée sur les territoires et pas l'âge au moment de la LIA. Et pour les filles arrivées en Israël, comme vous le voyez, donc, avant l'âge de 20 ans, le service militaire est obligatoire. Quand elle a fait son alia avant, il est possible de demander une exemption de service militaire pour raison religieuse et à ce moment-là, être redirigée vers le service national, ce qu'on appelle le Shirut Leumi. Le Shirut Leumi n'étant pas obligatoire, c'est sur la base du volontariat. D'accord? Pour les garçons arrivés en Israël, avant l'âge de 20 ans, un service militaire d'une durée de 30 mois, et à partir de 20 ans, les paliers diminuent, 24 mois, etc. Donc, je ne rentre pas là-dedans parce qu'il y a pas mal de paliers et ça dépend de la situation, si vous voulez, de chacune des personnes. Voilà. Donc, j'avance. Il existe des programmes d'intégration dans le cadre de Tsahal. Il y a le programme Garin Sabar. Pour ceux qui veulent venir directement s'engager dans Tsahal, vous avez le programme de Atudat Olim et Atudat académique que je vais expliquer après, mais qui sont en fait des possibilités de repousser le service militaire au terme des études. Et donc, on a d'abord la possibilité d'étudier et ensuite de faire son service militaire. Je reviendrai sur la nuance entre ces deux termes-là un peu plus tard. Il y a possibilité de faire ce qu'on appelle Mahal. Mahal, c'est en fait un service militaire
dans lequel on reste touriste. C'est-à-dire, je finis par exemple un programme Massa et je reste touriste par la suite et je fais un service militaire qui est plus court en tant que volontaire. Parce que le mot Mahal, si vous prenez les 3 lettres, c'est Mitnadve Chutz Laaretz. C'est des volontaires qui viennent de l'étranger. Ça existe depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël. On a eu des jeunes juifs du monde entier qui sont venus pour se porter volontaire dans Tsahal et qui ont fait l'armée sans avoir pris la nationalité israélienne. D'accord ? Et donc, ce programme-là existe depuis vraiment la création de l'État d'Israël et qui permet à chaque jeune qui le désire de faire un service militaire en tant que touriste, ne pas prendre la nationalité israélienne. Et donc, forcément, ce service est plus court puisque c'est dans le cadre d'un volontariat. Et donc, si vous voulez, par rapport à ça, il y a donc 18 mois de service militaire. Simplement, il est important de savoir que les critères pour pouvoir le faire sont les suivants. 1, il faut être ou touriste ou israélien résident à l'étranger. Vous vous rappelez que j'ai parlé au début de la conférence de gens qui ont un passeport israélien parce que leur papa ou leur maman sont israéliens et qui leur ont donné la nationalité par leur naissance. D'accord ? Dans ce cas-là, ces jeunes-là ont le droit de le faire. Mais, et regardez le 3e point qui est très important, il faut être un soldat seul. C'est quoi un soldat seul ? Ça veut dire ne pas avoir ses parents qui ont fait l'Alia avec nous. C'est-à-dire un jeune dont les parents font l'Alia avant ou pendant son service militaire ne pourront pas bénéficier des 18 mois d'armée. Ils devront faire un service complet, un service militaire entier. Donc ça, c'est très important de le préciser parce que parfois, les parents font l'Alia avec les jeunes ou font l'Alia pendant le service militaire et dans ce cas-là, il faut bien comprendre que ce système-là n'est pas possible. L'âge requis, c'est jusqu'à 23 ans pour les garçons et 20 ans pour les filles, bien qu'il existe des situations dans lesquelles on peut demander des demandes de dérogation. On a des jeunes bien plus âgés que ça qui ont réussi à le faire, mais ce n'est pas automatique. Il faut faire une demande de dérogation pour pouvoir se porter volontaire dans le Tsahal, même après les âges qui sont mentionnés ici dans ce que je viens de montrer. OK, on avance, on a bientôt fini. Le Shirut Leumi, je viens d'expliquer ce que c'était, mais je reviens en quelques mots. Donc, c'est pour les jeunes filles religieuses. Alors, quand je dis religieuse, la définition de religieux est une définition très, je dirais, subjective. De manière générale, ce que va demander la rabbanout pour donner une dispense de service militaire, et d'ailleurs Sam Kadosh, qui est parmi nous le directeur du CNEF et qui organise tous les ans pour les jeunes filles qui désirent le faire, l'obtention de la dispense de service militaire, connaît très bien le sujet, il s'en occupe tous les ans. C'est en général aller voir la rabbanout, le grand rabbinat d'Israël, dans une des villes qui est liée qui a une rabbanout et demander une dispense pour des raisons religieuses. En général, le dayan, le rabbin, va demander quelques questions à la jeune fille et dans la mesure où il estime qu'elle est honnête dans ses réponses, va lui donner une exemption de service militaire qu'il va falloir envoyer ensuite dans Tsahal. Et je répète donc, le CNEF accompagne, pas uniquement pour ça, donne énormément d'orientation sur différents sujets, mais spécifiquement sur ce sujet-là, le CNEF accompagne les jeunes filles qui le désirent et qui désirent avoir cette dispense-là pour pouvoir, derrière ça, faire un service civil, un service national civil. Et donc, c'est un service civil qui se fait dans des lieux à utilité publique, ça peut être un hôpital, ça peut être une école, ça peut être un ministère, ça peut être des associations, notamment comme le CNEF ou d'autres qui ont des filles du service civil qui font un shirout là-bas, un service là-bas. Ça dure 1 an et ça dure 2 ans renouvelables. C'est-à-dire on peut faire 1 an, décider d'arrêter ou faire 2 années de shirout leumi. Voilà. J'avance. Alors, pour résumer un petit peu tout ça avant de finir, il y a plusieurs possibilités pour un jeune. Vous voyez comme ici. Après un programme Massa, comme j'ai dit, la plupart des jeunes vont faire un programme d'intégration dans le cadre de Massa en arrivant en Israël, que ce soit à 18 ans ou même plus tard. En général, c'est le type de programme que les jeunes font. Première possibilité, c'est de dire, bon, bah, c'est très bien passé, j'ai une très belle expérience. Excusez-moi, j'arrive, je vais 2 petites secondes me désaltérer parce que je n'arrive plus à parler. 2 petites secondes. Excusez-moi. Alors, on a la possibilité après donc de rentrer en France, de dire en France, en Belgique, en Suisse, peu importe, selon chacun l'endroit duquel il vient ou l'endroit où il veut aller. Et donc, ça n'engage en rien. C'est-à-dire, le jeune peut décider au terme de ce programme-là de dire c'était très bien, c'était une très belle expérience, mais je ne reste pas. Et donc, il n'a pas d'obligation puisqu'il a fait le programme en tant que touriste.
La deuxième possibilité qui existe, hein, donc vous suivez avec moi, je vous montre avec la flèche, donc je suis là, d'accord. Vous avez la possibilité de faire, le jeune a la possibilité de faire Mahal, ce service militaire en tant que touriste. Parce que je vous rappelle que le jeune, au terme d'un programme Massa, il est touriste encore. Donc il fait un service militaire en tant que touriste, d'accord, qui dure 18 mois. Au terme de ce service-là, il peut décider de faire son alia et faire commencer des études, commencer sa vie en Israël. Maintenant, je mets quand même un bémol très important de comprendre. Et je suis enregistré, donc on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Je pourrais toujours le montrer que je l'ai dit. Et puis j'ai des témoins ici que je l'aurais dit. Mais le système du Mahal est un système qui, normalement, selon la loi, au terme des 18 mois de service militaire en tant que touriste, si le jeune prend la nationalité israélienne dans les 2 années qui suivent, il est censé compléter son service militaire. Vous vous rappelez qu'on avait écrit avant, c'était écrit avant qu'un service militaire classique d'un jeune de 18 ans, c'est 30 mois. Donc en réalité, le jeune aurait dû théoriquement compléter 12 mois de service militaire. Sauf que pour une question de vide juridique, surtout parce que l'armée a décidé de ne pas obliger les jeunes à compléter service militaire, tous les jeunes, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas complété les 12 mois restants. Donc, beaucoup de jeunes suivent cette voie-là, d'accord, cette voie-ci, donc que je vous montre ici, parce que ça leur permet d'économiser, entre guillemets, 12 mois de service militaire qu'ils ne sont pas obligés de rendre au terme du Mahal quand ils prennent la nationalité israélienne. Mais ça peut changer à un moment ou à un autre sa décision, bien que plus de 12 ans que je suis dans ce domaine-là, ils n'ont pas décidé de le faire, mais ça pourrait arriver. Donc, je l'aurais dit. Et donc, après ça, comme je le dis, le jeune fait les 18 mois de service militaire, et au terme de ces 18 mois-là, il fait son alia et il peut commencer ses études. D'accord? Ça, c'est une voie. La troisième possibilité, c'est le jeune qui, au terme du programme Massa, va faire son alia et va dire, moi, je veux d'abord commencer mes études. Je ne veux pas aller d'abord à l'armée, j'ai été accepté à telle et telle université ou telle et telle école, j'aimerais commencer tout de suite mes études. Pas de problème, c'est possible de le faire. Dans ce cas-là, il prend la nationalité israélienne, il fait ses études, en général c'est un cycle, ce soit un cycle d'ingénieur, que ce soit un cycle de licence, d'accord, ou de médecine, pour ceux qui vont faire un cycle de médecine qui est des études de 6 ans, d'accord. Et au terme de ces études-là, il va aller à l'armée. Donc, il n'a fait que repousser son service militaire. Auquel cas, il a 2 possibilités, la Atoudat Olim et la Atouda académique. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est l'Atoudat Olim, c'est un service militaire où je rends ce que j'ai pris à l'armée. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai fait ce système-là. C'est-à-dire j'ai fait mon alia, j'ai fait mes études, et ensuite de cela, j'ai servi à l'armée. Sauf que je rends à l'armée les années que je devais faire. Si je devais faire 30 mois de service militaire, au lieu de les faire avant, je les fais après mes études. Mais quand on fait la Toudat Olim, donc cette voie de gauche-là, l'armée ne s'engage pas à nous prendre dans notre domaine d'études. Par exemple, moi, j'ai fait des études de sciences politiques. L'armée ne s'est pas engagée à me prendre dans le domaine des sciences politiques. Donc, moi, j'ai fait un service militaire en tant qu'infirmier à l'armée de l'air qui n'avait rien à voir avec mes études. D'accord? Mais c'était ma volonté de servir à l'armée dans un service classique et pas forcément dans mes études. La deuxième possibilité qui existe, c'est ce qu'on appelle la Touda académique. Et dans le cadre de la Touda académique, on rend à l'armée les années d'études et on travaille dans son propre domaine. C'est-à-dire que si je suis ingénieur en informatique, par exemple, j'ai étudié d'abord et ensuite je servirai en tant qu'ingénieur informatique pour Tsahal. Alors l'avantage de ce système-là, c'est que ça donne énormément d'expérience aux jeunes parce qu'à l'âge de 21, 22 ans, 23 ans maximum, il commence à travailler dans son domaine à l'armée, sauf qu'au lieu d'aller en costard-cravate, non, pardon, en Israël, on ne va pas au costard-cravate, Dieu merci, au travail, on y va habillé plus cool. Au lieu d'aller habillé normalement au travail, il y va en uniforme. Et donc, ça va permettre si vous voulez, à cette personne-là d'avoir énormément d'expérience dans son domaine. Et autant vous dire que tous les jeunes que je connais qui ont fait ce processus-là, ils ont eu d'excellentes carrières derrière ça parce que les années d'expérience à l'armée sont extrêmement demandées dans le civil. Voilà. Donc ça, c'est important
de le préciser. Vous avez la quatrième voie où donc, on peut faire l'Aliyah et l'armée ou le Shirut Leomi directement. C'est ce que font en général les filles, parce que les filles vont demander, beaucoup d'entre elles, en tout cas, vont demander une exemption de service militaire, vont faire une année ou 2 années de Shirut Leomi et ensuite commencer leurs études. Parfois, il y a des jeunes idéalistes qui veulent faire de très bons services militaires dans des unités d'élite, d'accord, qui vont prendre la nationalité israélienne, faire l'armée, d'accord, dans de bonnes unités et ensuite faire leurs études. À ce moment-là, ils font un vrai service. Contrairement à Mahal que vous voyez ici, où c'est un service de 18 mois, là, ils vont faire un service de 30 mois, mais ils auront accès à beaucoup plus d'unités. C'est normal, plus tu restes de temps à l'armée et plus tu as accès à des unités prestigieuses. Dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle le statut touriste. Il y a des jeunes qui disent « Moi, je veux continuer à rester en Israël, mais je ne veux pas faire de service militaire ou avoir des obligations envers l'État d'Israël. Donc, au terme de mon programme Massa, je reste touriste et je paye intégralement mes études. Je vous disais précédemment que dans une université, ça coûtera dans ce cas-là 17 à 18 000 shekels. Dans une école, en fonction de l'école, ça a un prix, d'accord? Mais dans ce cas-là, comme vous voyez, c'est écrit études non subventionnées. Et à ce moment-là, le jeune paye lui-même ses études, donc il n'a pas d'obligation envers l'État et envers l'armée. Voilà un petit peu résumé. Je pense que ce tableau-là, cette fresque-là, nous permet d'un petit peu résumer de manière plus simple tout ce que j'ai dit. Alors, naturellement, une dernière chose que je précise, après je passe aux questions, c'est que ce que vous voyez ici concerne la plupart des fois, pour la plupart des fois, des jeunes qui ont entre 18 et 22 ans. Les jeunes qui ont plus de 22 ans et qui viennent faire un parcours en Israël sont exemptés de service militaire, dont tout ce qui est lié à l'armée ne les concerne pas. Et je précise aussi qu'un jeune qui a fait des études en France d'une licence peut faire un master en Israël qui est pris en charge par l'Office des étudiants. Alors, je vais enlever donc la présentation et revenir aux questions des différentes personnes. Je vois qu'entre-temps, j'ai pas mal de personnes qui se sont joints à ma conférence. Très content de voir tout le monde qui est là. Alors, peut-être qu'il y en a une après moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais quand même essayer de répondre aux différentes questions. Alors, j'en ai pas mal. J'ai répondu par rapport à ça. Oula, beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre. Je vais juste vérifier jusqu'à quelle heure je peux tenir. Attends. Alors, je finis très rapidement parce que je vois que la prochaine conférence doit commencer. Donc, Sarah, tu es avec nous. Excuse-moi, je t'ai pris un peu de ton temps. Je finis dans quelques minutes. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, je suis en train de finir une conférence sur les programmes d'intégration pour les jeunes. Donc, avec ta permission, Sarah, je prends encore 5 minutes pour répondre rapidement à certaines questions. Si les parents font l'Aliyah en même temps que l'enfant après bac à 18 ans et désire vraiment serait petit avoir un statut touriste et faire un programme Massa, oui, les parents peuvent venir faire leur Aliyah et leur enfant en parallèle faire un programme Massa. Ce qui est très intéressant et très important de faire, c'est qu'il y ait une année de différence entre l'Aliyah du parent et l'Aliyah du jeune. C'est-à-dire qu'ils viennent en même temps au mois de juin 2021. Ce qui est intéressant pour avoir tous les droits d'Aliyah, c'est que le jeune fasse l'Aliyah en juin 2022, c'est-à-dire 1 an après ses parents pour qu'il obtienne tous les droits d'Aliyah. Ça, c'est une première question. Ceux qui ont déjà fait leurs études en France et qui veulent venir après leurs études, alors dans ce cas-là, je réponds, il est possible de venir après les études, soit chercher un travail directement en Israël. D'ailleurs, j'invite ceux qui ont posé cette question-là à rester à la conférence de Sarah sur le monde du travail. Il est possible de travailler en Israël et de trouver des emplois et notre département emploi peut vous aider là-dessus. Et il y a aussi les programmes dont j'ai parlé, My Israeli Job, qui sont des programmes qui permettent d'avoir un stage rémunéré en Israël et de mettre le pied à l'étrier dans le marché du travail israélien pour ensuite continuer à travailler en Israël. Peut-on continuer des études en droit? Alors, on peut venir en Israël avec minimum un Master 1 et passer l'équivalence de droit pour ceux qui le désirent. Maintenant, ceux qui viennent avec moins que ça, je ne conseille pas parce qu'il vaut mieux avoir fini le Master 1 pour pouvoir justement passer l'équivalence du barreau israélien. Ce serait dommage de venir avant ça. Ces stages sont en hébreu. Alors, les stages dont j'ai parlé se font en anglais ou en français, ça dépend des entreprises, mais tout le principe, c'est justement de permettre à des jeunes qui viennent à l'international de faire un stage. Donc, au lieu de le faire à Londres ou à New York, de le faire en Israël et donc de le faire en anglais.
ou en français dans des sociétés françaises, bien que nous, on préfère donner une expérience internationale. OK. Et si jamais il n'y a pas d'équivalence dans les études, exemple comptabilité, je vais laisser Sarah parler des équivalences, j'imagine qu'elle va en parler. Comme ça me fait gagner une question. J'ai 25 ans, je travaille, ça fait 3 ans dans le domaine de comptabilité. La personne, Monsieur Amar, qui a posé la question, je vous conseille de rester à la conférence de Sarah. Sarah parlera des équivalences. Combien de temps sont valables les tests psychométriques? Les tests psychométriques sont valables 7 ans. Donc, il y a quand même une marge de temps qui sont valables. Donc, un jeune peut facilement aller faire son service militaire. Sa note va être gardée pendant 7 ans et on garde la meilleure des notes. C'est-à-dire, si je l'ai passé 4 fois, 3 ou 4 fois, si j'ai eu la meilleure des notes que j'ai et la note qui va être prise en compte. Que conseillez-vous à une personne ayant fait ses études en France, ayant un BTS comptabilité, travaillant en France dans une société d'expertise comptable, pouvoir s'intégrer en Israël sans devoir refaire les psychométriques? Les stages de français en français et en hébreu, il y a des stages de comptabilité. Il y a des stages en comptabilité. Par rapport aux possibilités de travailler dans le domaine de comptabilité, Sarah, je te laisserai répondre à ça avec ta permission. Si ma fille veut faire une première, si ma fille veut après une première année en Israël pour poser ses études en droit, elle est en L1, que doit-elle faire? Elle doit recommencer ses études depuis le départ, faire un programme d'intégration et recommencer les études. Une L1 n'est pas suffisant. Comme j'ai dit, il vaut mieux partir quand on a fait du droit ou partir tout de suite ou partir après le M1. Mais L1, une année d'études ne sera pas reconnue en Israël. Il faudra recommencer tout le cursus. Ce que je conseille de faire de manière générale, plus on vient tôt en Israël, plus on s'intègre rapidement. Si notre fils fait l'ALIA avec nous, peut-il faire Massa ou doit-il faire l'ALIA, une ALIA séparée? Non, il ne doit pas faire l'ALIA. Il peut faire Massa pendant que ses parents font l'ALIA. Je l'ai déjà dit. Atouda Olim, Atouda académique, c'est 30 mois. C'est 30 mois à Atouda Olim et Atouda académique, c'est 30 mois et on signe encore un service militaire supplémentaire pour travailler dans le cadre de son métier à l'armée, à la différence que dans les 2 années suivantes, la personne va avoir un vrai salaire et c'est ça l'avantage. Atouda académique est en général sélective pour les Israéliens. Les Olim peuvent la faire pour autant qu'il ait fini son diplôme et qu'il puisse réussir à rentrer à valider son diplôme et il pourra rentrer dans une unité dans Tsahal, dans son domaine. En général, à moins qu'il étudie l'histoire de l'art en Afrique au XVIIe siècle, là, on aura du mal à trouver quoi faire à l'armée. Mais de manière générale, quand il aura étudié quelque chose qui sert à l'armée, et je n'ai rien contre l'histoire de l'art en Afrique, mais en général, ça ne sert pas trop à l'armée. Je finis les 2-3 dernières questions. Si j'ai 25 ans, je travaille, ça fait 3 ans de domaine, non, ça j'ai déjà répondu. Le bac STMG est-il reconnu en Israël? Le bac STMG est reconnu en Israël pour autant que la personne veuille faire une année préparatoire. De toute façon, à partir de maintenant, il n'y a plus ce bac-là. Le bac change complètement. Après, un DUT en informatique, peut-on continuer en licence 3? Non. Il faut finir un LMD en Israël pour pouvoir venir. Licence, Master 2 ou doctorat. On ne peut pas venir au milieu des cursus. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je finis ma conférence. Merci de m'avoir écouté sur le sujet des études. Je vous rappelle que nos conseillers à l'agent juif sont toujours là pour répondre à vos questions. Bonne journée, Shavua Tov à tous. Sarah, c'est à toi.